Bonjour à tous, bienvenue dans Business Models, l'émission qui vous donne envie d'entreprendre sur Télésud. Alors il y a plusieurs façons d'entreprendre et de devenir son propre patron. L'une d'entre elles, celle dont on va parler aujourd'hui, c'est de racheter sa société. Bonjour Emmanuel. Bonjour Thomas. Merci de nous accueillir à distance. C'est une période un peu troublée, donc voilà, on arrive quand même comme un Zoom finalement, comme dans la vie de tous les jours, à échanger. On va dire un mot de votre société Gay-Lussac Gestion pour commencer à planter le décor. Qu'est-ce que vous faites ? Écoutez, nous avons trois métiers en fait. Nous avons la gestion collective, la gestion privée sous mandat et la gestion de l'épargne entreprise. Donc nous, notre vocation est véritablement, on n'est pas banque dépositaire, nous sommes simplement société de gestion et avec donc comme objectif ces trois métiers. On peut résumer ça en disant que vous gérez l'argent des autres ? Tout à fait. Alors on va revenir sur ce métier à part, qui est celui de la gestion. Mais auparavant, on commence toujours par un petit regard sur l'actualité. Et ce métier de la gestion, de l'asset management, comme on dit, est pas mal agité en ce moment. Il y a eu un gros mouvement de rachat de Lyxor, qui appartenait à la Société Générale, par Amundi. Absolument. Alors c'est vrai que je pense que ce sont des changements structurels et fondamentaux. C'est le cas d'Amundi Lyxor, comme vous venez de le mentionner. C'est le cas également de Natixis avec Banque Populaire. En cours d'opération, il y a également HSBC avec le fonds américain Cerberus. Il y a eu dans le passé Aviva et la Massif. Mais ce qui est important, c'est que, bien évidemment, leur objectif, c'est la course aux actifs, mais pas seulement. Et on le voit dans le cadre de Amundi et Lyxor. Amundi, c'est véritablement le gestionnaire de la gestion active. Donc, c'est le principal acteur en Europe de la gestion active. Et Lyxor, c'est la gestion passive. Donc, ça veut dire que c'est une fusion. Il faut peut-être rappeler ce qu'est la gestion active et la gestion passive, parce que tout le monde n'est pas familier avec ce terme. Alors, la gestion active, c'est une gestion qui est basée sur les actions en bourse, en ce qui concerne par exemple le marché des actions. Donc, dans les obligations, c'est également la gestion basée sur les entreprises. La gestion passive, ce sont une gestion qui est basée sur des indices, c'est-à-dire que vous n'achetez plus une action, vous n'allez pas acheter par exemple de l'AXA ou Peugeot, etc. Vous allez acheter un panier de valeurs, un indice qui va vous permettre de dire, voilà, en ce moment, je suis plutôt haussier sur le marché, mais je n'ai pas forcément envie de faire du stock picking. Donc, je vais acheter un panier de valeurs et qui se concentre, par exemple, sur un indice. Alors, donc, en fait, c'est une gestion, cette gestion passive qui a connu un fort développement ces dernières années, notamment aux États-Unis. Et donc, vous interprétez ce mouvement comme la victoire de la gestion passive ? Non. Moi, j'interprète ce mouvement sur deux plans. Le premier plan, c'est qu'effectivement, il y a eu, je pense, dans la gestion traditionnelle sur des grosses valeurs, vous apercevez que 80% des gestionnaires n'arrivent pas ou peu à battre l'indice de référence. Donc ça, c'est une constatation. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, vous avez 80 à 90% des gestionnaires, par exemple, sur les valeurs du Standard & Poor's, qui ne battent pas cet indice Standard & Poor's. Donc là, c'est vraiment une réflexion de fond. Et effectivement, ils se disent, puisque la gestion active qui a des frais qui sont plus importants, etc., il faut vraiment qu'il y ait une valeur ajoutée. Or, je pense qu'il y a cette valeur ajoutée dans la gestion traditionnelle sur des grosses valeurs est beaucoup moins appréciée que ça ne fut dans les années précédentes. Maintenant, je pense qu'en ce qui concerne par exemple des niches, que ce soit sur des valeurs de micro-cap, de small-cap, de mid-cap, là, il y a une vraie valeur ajoutée. Donc, beaucoup d'investisseurs se sont dit, eh bien, mettons-nous sur des indices qui, finalement, ne nécessitent pas véritablement
de gérants, bien qu'il y ait quand même des gérants qui soient derrière, parce qu'il faut quand même les gérer, mais disons qu'ils sont moins coûteux, et finalement, vous faites véritablement l'indice. Alors, ce que cela souligne aussi, c'est qu'il y a une course à la taille, une course à l'armement, on pourrait dire, où il faut devenir de plus en plus gros. On va évoquer justement ce marché en pleine recomposition. Ça, c'est une vraie question, Emmanuel. La taille compte dans ce business de l'asset management, de la gestion. C'est pour ça que ces grandes maisons, finalement, fusionnent les unes avec les autres. Et la question sous-jacente, c'est comment est-ce que des petits acteurs, comme vous ou d'autres, plus entrepreneurs, arrivent à tirer votre épingle du jeu? Alors justement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, vous avez plus de 660 sociétés de gestion de portefeuille. Donc, et dans les 5 dernières années, il y a eu plus de 200 créations de petites sociétés de gestion. Donc, ce qui veut dire que les petites sociétés de gestion peuvent tirer leur épingle du jeu, à partir du moment où on atteint quand même une taille critique. Ce que je disais tout à l'heure, c'est entre 500 millions et 1 milliard sous gestion. Donc c'est pour ça qu'en dehors des gros rapprochements entre majors de la gestion, il y a également un certain nombre de rapprochements dans les petites structures de gestion de manière à atteindre cette taille critique. Maintenant, en ce qui nous concerne, nous avons donc atteint cette taille critique puisque nous sommes à 1,4 milliard et nous sommes sur des niches de marché. C'est-à-dire que nous avons d'un côté un aspect assez généraliste, mais également nous sommes très spécialisés dans tout ce qui est micro-cap, small-cap et mid-cap. Et vous le disiez, il y a beaucoup de maisons qui se créent chaque année. Qu'est-ce qui attire finalement ces entrepreneurs? Pourquoi entreprendre dans ce business et pourquoi est-ce que ça attire autant de vocations? D'abord parce que les vocations, c'est souvent des gestionnaires, par exemple d'OPCVM ou de fonds qui ont travaillé dans des grosses structures, qui finalement se disent moi j'ai une spécificité dans tel ou tel marché, que ce soit les actions mid-cap, etc., et qui se disent finalement je vais répliquer ça pour moi-même et dans notre structure. La deuxième, c'est souvent également des gestionnaires de clientèle privée qui venaient de banques et qui ont un certain nombre de clients qui leur sont, disons, avec lesquels ils sont très proches et qui se disent, j'ai un certain nombre de clients donc, qui sont susceptibles de me suivre et à partir de là, on va créer notre propre structure. Je pense que la grande différence entre les sociétés de gestion et peut-être les gros institutionnels, c'est que les sociétés de gestion de taille moyenne, voire petite, n'ont que pour seul objet, c'est la satisfaction des clients et la gestion, disons, pour le compte de tiers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une réactivité qui est excessivement importante. Nous, la stratégie, je vous disais tout à l'heure que nos équipes sont là pratiquement depuis une vingtaine d'années. La directrice générale, donc Aurélia de la Malène, est là depuis 25 ans. Ça veut dire que nos équipes ne changent pas. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que vous êtes proche de vos clients et vous restez proche de vos clients pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Or, dans certaines grosses structures, c'est sûr que vous avez une rotation qui est beaucoup plus importante. Ça veut dire qu'en fait, finalement, cette relation interpersonnelle, cet intuitu personnel est plus important finalement que la marque et l'enseigne qui vous héberge. On suit plus un gérant qu'un grand nom? Alors, ça dépend des clients, mais c'est vrai que on s'est rendu compte que nos clients sont très, très attachés au service qui est donné et à la réactivité que nous pouvons avoir. Vous avez tous entendu dire que vous n'étiez pas content de telle ou telle banque, etc., parce que vous tombiez sur des répondeurs, etc. Je pense que les petites structures permettent une écoute qui est beaucoup plus importante. Et ça, je crois que c'est fondamental dans le métier de la gestion. Dans le métier de la gestion, c'est quoi? C'est en fait une confiance que vous pouvez avoir avec vos interlocuteurs. Et cette confiance, elle ne s'acquiert qu'avec le temps. Et d'ailleurs, nous, notre devise, c'est la valeur du temps. Et c'est pas pour rien. C'est-à-dire que le temps fait que nos clients sont très attachés, effectivement,
à cette notion de confiance. Alors, on va justement revenir sur cette aventure entrepreneuriale de Gay-Lussac Gestion. Vous allez nous raconter comment tout cela évolue avec le temps. Emmanuel, on le disait en introduction, vous avez racheté finalement votre maison. Alors vous étiez déjà en partie actionnaire, mais vous avez repris le contrôle de la société de gestion dans laquelle vous travailliez. Absolument. Alors d'abord, les raisons pour lesquelles nous avons acquis les actions donc, de Raymond James, du groupe Raymond James et États-Unis, sont multiples. La première, c'est que c'est vrai que nous avons créé Raymond James Asset Management en 1995 et nous avons servi un petit peu de laboratoire pour le groupe. Et puis, on s'est rendu compte, et le groupe s'est développé d'une manière extrêmement importante, puisque actuellement, le groupe gère 250 milliards de dollars donc sous gestion dans les produits collectifs. Par rapport à nous qui gérons 1,4 milliard, effectivement, la comparaison est très, disons, très difficile. On s'aperçoit que ce n'est pas du tout la même taille et la même structure. Donc ça, déjà, c'était un point important. Le deuxième point, c'est que pour Raymond James, la gestion d'actifs, c'est-à-dire l'asset management, en fait, ce n'est que la gestion collective. Or, nous avons 3 métiers. Donc, ils ne savaient pas très bien où nous catégoriser. Donc, à partir de là, on a décidé donc, conjointement que finalement, nous voulions reprendre un petit peu notre indépendance, d'autant que le groupe était devenu tellement important qu'il y avait une espèce de, je dirais, de pesanteur, que ce soit sur les décisions qui sont prises, mais également sur tout ce qui est contrôle interne, déontologie, etc. Et donc tout ça nous freinait un petit peu dans notre développement. Donc notre approche a été véritablement de vouloir reprendre notre indépendance. Qu'est-ce qui vaut mieux, racheter une société quand les marchés sont très hauts, comme c'est le cas actuellement, ou quand ils sont très bas ? Écoutez, en fait, ce n'est pas une question de marché bas ou de marché haut, c'est une question d'opportunité. Je vais vous dire, moi, le premier bureau que j'ai ouvert en 1987, c'est le 1er octobre 87. Et vous vous souvenez comme moi que c'était le jour du crack donc de la bourse qui avait perdu 25% dans la journée. Donc, nous, on a plutôt tendance à acheter, au contraire, dans des moments où il y a une, disons, incertitude, ce qui est le cas avec le Covid. Donc, ce n'est pas tellement une question de marché, c'est simplement, je pense, une question d'opportunité. Et souvent, les meilleures opportunités sont dans les périodes de crise. Bien sûr. Alors, j'aime bien poser la question aux gens que je reçois dans cette émission sur l'origine du nom Gay-Lussac. Alors, c'est une rue de Paris célèbre, mais il y a d'autres choses derrière, hein. Absolument. Alors en fait, il se trouve que nos aïeuls, celui d'Aurélia de la Malène et moi-même, effectivement, nous descendons du savant et du chimiste Gay-Lussac. Donc c'est vrai que ça nous est apparu comme quelque chose d'un petit peu naturel, dans le sens où ce qu'il a fait, puisque c'était quand même un des plus grands savants français, qui est à l'origine de l'atome, qui est à l'origine de la molécule, qui est à l'origine de la loi sur la dilatation des gaz, etc., et qui a beaucoup travaillé en équipe, puisque il a travaillé avec d'autres physiciens comme Humboldt, comme Arago, etc. C'était un Européen convaincu. Donc c'est quelqu'un qui a toujours travaillé, donc encore une fois, en équipe, et ça correspondait exactement à, disons, notre état d'esprit, notre vision de la gestion, et c'est la raison pour laquelle nous avons d'ailleurs donné comme devise la valeur du temps. Oui, en effet, on revient à cette notion de temps, puisque vous passez finalement les époques en remontant à cette histoire prestigieuse et en vous inscrivant dans cette continuité historique. Absolument.
Un mot sur justement ce que cela change de reprendre les rênes et de se retrouver à la tête d'une équipe, alors peut-être avec une structure moins grosse, avec ce que ça a de bien ou de moins bien. En termes d'entreprise, est-ce qu'il y a une grosse différence? Alors écoutez, non, il n'y a pas une grosse différence, d'autant que les équipes sont toujours les mêmes, que nous avions créé en fait cette activité en France par nos propres moyens, et que nous restons quand même un partenaire très privilégié de Raymond James, puisque d'abord, nous restons la société de gestion de la SICAV Raymond James basée au Luxembourg, avec 3 compartiments, 2 compartiments américains et un compartiment sur les microcaps européennes que nous gérons. Et puis, Raymond James reste le pourvoyeur de la recherche sur les valeurs américaines. Donc, on garde des liens très étroits, d'autant plus que notre aventure avec Raymond James a duré quand même pendant 34 ans. Et donc, nous n'allons pas terminer cette aventure comme ça. Donc ça, c'est une première chose. Ouais. La deuxième chose, ça nous permet quand même d'avoir les coups des franches et véritablement d'être maître de notre destin. Donc c'est vrai qu'on a fait beaucoup un travail, que ce soit en termes de logo, que ce soit en termes de site internet, que ce soit en termes de communication. Donc c'est vrai que nous étions un peu plus muselés, si j'ose dire, avec le groupe américain, où nous avions à chaque fois besoin de demander des autorisations, que ce soit du contrôle interne, de la déontologie, etc., pour pouvoir faire des communications ou même faire engager, disons, des collaborateurs. Et donc, c'est vrai que là, nous avons une souplesse qui est extrêmement appréciable. J'imagine qu'il a fallu faire aussi beaucoup de pédagogie auprès de ses clients, peut-être en rassurer certains, parce qu'un changement de nom, un découpage finalement par rapport aux grands groupes, ça peut susciter des interrogations. Écoutez, tout à fait, mais dans l'ensemble, 2 sortes de clientèle. Nous, on a la clientèle privée. Donc, la clientèle privée a été extrêmement favorable parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, ils sont plutôt attachés aux hommes plutôt qu'à la structure et que beaucoup de clients privés ne connaissaient pas vraiment le groupe Raymond James. En ce qui concerne par contre les clients institutionnels, c'est assez intéressant de voir que beaucoup d'institutionnels en fait nous considéraient effectivement comme un gros groupe américain, mais je dirais pas plus comme des concurrents, mais presque, alors que maintenant, ils nous considèrent comme une société franco-française et je vois que dans certains appels d'offres, par exemple, le fait d'avoir une identité purement française est plutôt un atout. Qu'est-ce qui fait qu'une société de gestion réussit sur son marché? Alors bien sûr, il y a la performance, mais j'imagine que c'est une réponse un peu courte parce que la performance peut connaître des hauts et des bas. Qu'est-ce qui fait qu'on réussit sur la durée dans ce métier? Écoutez, ce qui est réussi sur la durée, c'est, encore une fois, être extrêmement transparent avec les clients, leur expliquer, nous, tous les trimestres, on voit tous nos clients privés, on leur explique les performances passées, on leur explique ce que l'on va faire. Donc, ce qui est le plus important pour moi, c'est vraiment cette relation que nous avons avec les clients. On est que quelles que soient les conditions de marché, quelles que soient les conditions économiques, il faut toujours expliquer. La pire des choses, c'est qu'un client, tout d'un coup, reçoive son extrait de compte à la fin de l'année et qui se dise « Ah ben tiens, j'ai perdu 5% ou j'ai gagné plus 10 » sans avoir véritablement d'explication. Donc ce qui est important, c'est de suivre tout au long de l'année, d'expliquer, et dès qu'il y a un petit peu des coups de grisou ou des événements un petit peu, disons, exceptionnels, immédiatement rentrer en contact avec eux, les appeler et leur expliquer la situation. Allez, on va passer à la dernière partie de l'émission, Emmanuel, celle qui vous concerne en tant qu'entrepreneur. Alors, est-ce que vous avez senti un changement du fait de la rupture de ces liens entre cet actionnaire américain, cette maison mère, et puis votre nouvelle vie d'entrepreneur indépendant? Est-ce que ça a changé quelque chose ou rien du tout? Ça a changé, je dirais, dans l'esprit de nos équipes. Tout d'un coup, les équipes se sont senties encore plus motivées,
sont sortis encore plus impliqués dans la vie de la société. Ce qui est incroyable, nous, on n'est pas disons, adeptes des réunionites permanentes, mais par contre, c'est vrai qu'on se fait des points avec la totalité des équipes, donc ça va du middle office au contrôleur interne, à la personne de l'IT, des gestionnaires de clientèle privée et de fonds. Et on se fait des réunions et je dois dire que tout le monde participe. C'est-à-dire que tout d'un coup, on est devenu filiale d'un très gros groupe où finalement chacun travaillait, je dirais pas dans son coin, mais disons travaillait plus d'une manière individuelle. Et là maintenant, nous travaillons tous ensemble. C'est-à-dire que aussi bien le marketing que la vente, que la gestion collective, la gestion privée, etc. Tout ça est entremêlé, si j'ose dire, et ce qui nous permet d'avoir une cohésion et d'avoir surtout un esprit d'équipe qui est vraiment extraordinaire. Mais vous, à titre personnel, j'imagine que ça change aussi quelque chose et qu'il y a peut-être quand vous vous levez le matin, vous voyez peut-être ce business de façon un peu différente, cette maison de façon un peu différente. Ah, bah oui, c'est certain. Bon, d'abord, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, le fait d'avoir changé de nom et puis d'avoir appelé la société Gay-Lussac Gestion est quelque chose qui, pour moi, à titre personnel et aux équipes, est quelque chose de très important. Mais surtout, je dirais, ça m'a donné une responsabilité encore plus importante. C'est-à-dire que je me sens vraiment complètement investi et très, très responsable des équipes, des clients, bien évidemment. Et mon objectif, alors certains de vos confrères m'ont posé la question, mais finalement, bon, vous avez racheté et puis dans 2 ans, vous allez revendre. Non, mon objectif, c'est pas du tout de revendre. Mon objectif, c'est vraiment de pérenniser la société. Et de la transmettre donc aux équipes à terme. Exactement. D'ailleurs, l'actionnariat est réparti donc auprès du management de la société. Et moi, je vais détenir que 53% de la société. Tout le reste étant détenu par nos associés. D'ailleurs, vous voyez la photo ici, et il en manque un d'ailleurs, qui est Jean-Marie Despointes, qui s'occupe du bureau de Belgique. Bon, écoutez, il faudra le rajouter sur la photo. Voilà. L'émission s'appelle Business Models. On a parlé d'un modèle qui est cher à votre cœur, ce savant français célèbre Gay-Lussac. Est-ce qu'il y a d'autres personnages qui vous inspirent dans votre parcours d'entrepreneur ? Écoutez, c'est très difficile. Non, moi, ce qui m'inspire surtout, je dirais, c'est plutôt une vision du monde de demain. Et pour moi, le monde de demain, c'est plus un monde qui est basé sur le service. Et ça pourrait paraître un peu paradoxal, une période où tout le monde parle que de technologie, etc. Moi, je pense qu'on revient aux valeurs fondamentales, et les valeurs fondamentales, c'est vraiment un service qui est très proche des clients. Et qui est un petit peu handicapé par la situation qu'on vit actuellement. J'imagine que garder cette confiance, cette relation sur laquelle vous insistez quand on est toujours à distance, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué, mais on s'est rendu compte que nos équipes sont vraiment sur le pont. Je dois dire que il y a ce que je vous disais tout à l'heure, il y a eu en fait depuis le confinement, depuis le premier confinement, c'est-à-dire depuis 1 an. Toutes les équipes sont au rendez-vous. C'est les réunions qu'on fait hebdomadairement avec la totalité des équipes. Tout le monde est présent. Et je me rends compte que les gens travaillent très très bien en télétravail et que ça ne les empêche pas de téléphoner aux clients, ça ne les empêche pas de faire de la prospection, ça ne les empêche pas de remplir des appels d'offres, ça ne les empêche pas d'être en permanence, disons, sur le pont. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Emmanuel, pour les prochaines années qui s'ouvrent de cette nouvelle maison Gay-Lussac Gestion ? Écoutez, ce qu'on pourrait me souhaiter, c'est que les conditions économiques, sanitaires, etc., nous permettent de faire notre métier le mieux possible.
Et vous avez un rêve en termes de taille, de business. Vous partez de 1,4 milliard. Vous avez dit doubler. Écoutez, nous, notre objectif, j'ai dit, c'est dans les 2 ans à doubler nos actifs sous gestion. Mais je pense qu'on devrait y arriver. C'est un gros saut quantitatif. Doubler en 2 ans, c'est un gros rythme. C'est vrai, mais encore une fois, on n'a pas coupé les liens avec Raymond James. La SICAV luxembourgeoise se développe d'une manière très importante. On utilise également les équipes de vente de Raymond James qui sont basées à Londres, et on se rend compte que y a quand même un appétit très important pour le marché action actuellement, alors qui est dû en grande partie effectivement par cet afflux de disponibilité et de cash qu'il y a eu récemment et le cash qui a été injecté dans l'économie. Et puis, bon, c'est vrai qu'avec des taux d'intérêt qui sont, disons, aussi bas, le marché des actions reste très, très attractif. Bon, écoutez, on vous souhaite bon vent pour la suite de cette aventure. Vous viendrez nous donner de vos nouvelles dans quelques mois, quelques années, voir si en effet vous avez atteint cet objectif. Merci Emmanuel pour votre intervention dans Business Models. Bientôt, et merci à vous tous qui nous regardez pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Business Models.